Voilà ce petit propos introductif. Je laisse de suite la parole à Natalia. On a un grand plaisir de te recevoir, Natalia, dans nos locaux à la Cité Numérique. On est encore en mode distanciel. On s'y tient. On a hâte de vous retrouver toutes et tous en proximité et vraiment de manière plus chaleureuse. Mais tenons encore quelques jours, quelques semaines, et puis ce sera enfin possible de se voir toutes et tous, et on vous prépare des petites choses pour juin, juillet, pour dès que ce sera possible de se retrouver, évidemment. En tout cas, prenez soin de vous et profitez de ce webinaire. Et un grand merci à Natalia de ta présence et de ton éclairage sur ces aides et outils pour financer les premiers pas de vos startups. Je te laisse la parole, Natalia. Parfait, merci. Je pose le cadre rapidement pour les derniers arrivés. Donc, on est sur un webinaire qui va nous amener autour de 14h15 à peu près. Donc, l'objectif d'être à la fois précis, efficace et concis et de répondre à vos questions, à vos enjeux. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'outil Converser ou Dialoguer de Zoom pour poser vos questions. On prendra le temps d'y revenir avec Natalia tout à l'heure. Je vous engage pour les derniers arrivés, en tout cas, à couper votre micro si ça n'est pas déjà fait aussi, pour éviter les bruits parasites. Et je vais donc céder la parole à Natalia. Je m'écarte un peu sur le côté, mais je reste avec vous. Ça lui permettra néanmoins d'enlever son masque, ce sera plus confortable pour elle en tout cas. Natalia, Parfait. à toi. Eh bien, merci beaucoup. Et donc, notre séparation sociale étant faite avec Mickaël, je peux dorénavant enlever mon masque et partager la joie qui est la mienne d'être ici avec vous pour voilà, cette présentation que l'on veut la plus efficace possible sur les outils et les aides à activer chez BPI France pour financer les premiers pas de votre start-up innovante. Du coup, cette présentation va être organisée en 3 parties. Au bout de la deuxième, on aura un premier temps d'échange parce que je suppose que vos questions vont être nombreuses. En tout cas, je l'espère, parce que ça sera signe que malgré l'heure du café, vous ne vous êtes pas endormi après votre déjeuner. Donc, un premier temps d'échange après la deuxième partie de présentation et un dernier temps d'échange à la fin. Vous comprendrez, vu le nombre de personnes qui vont se connecter, que je ne répondrai pas aux questions spécifiques sur une entreprise. Je me ferai un plaisir d'y répondre par mail à l'issue de cette réunion, mais resterai sur un propos général qui peut intéresser l'ensemble des participants. Est-ce que vous m'entendez tous? Tout le monde est connecté? Tout va bien? Dans ce cas-là, on va commencer. D'accord. Du coup, il était important de présenter en quelques minutes, je trouvais, BPI France, qui est une banque publique d'investissement en France, sur le modèle, au final, de plusieurs entités comme la nôtre à travers l'Europe, et qui a été créée en 2013. Néanmoins, sous couvert de cette jeunesse de société, il faut savoir que nous avons plus d'un siècle d'existence à travers l'agrégation de différents métiers qui composent encore aujourd'hui BPI France, qui est une banque publique, donc une structure privée détenue à parts égales par l'État à travers un EPIC et par la Caisse des dépôts et consignations. Nous portons au sein de cette structure différents métiers, dont le métier de l'accompagnement financier des entreprises avec le sous-segment de l'accompagnement financier des entreprises innovantes. Cette double tutelle, État et Caisse des dépôts et consignations, nous permet d'avoir une vision la plus objective possible, indépendante des pouvoirs publics, même si évidemment, dans le cadre des grandes réflexions au sein de l'Union européenne, nos plans stratégiques sont dictés par l'Union européenne et du coup indépendante aussi de toute pression politique qui pourrait être très facilement activable dans des cas comme les nôtres. BPI France, c'est une structure nationale et vous avez la chance ici à Bordeaux d'avoir une implantation et une sous-implantation à Pau, qu'on appelle une délégation régionale et une délégation territoriale. Il y en a 49 à travers la France, ce qui permet d'être vraiment au plus près des entrepreneurs. Au sein de ces directions régionales, vous allez trouver des représentants de chaque métier, du financement et de l'investissement des entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur âge, et avec des finalités qui sont toutes
liées à un objectif qui est de créer de la valeur économique au sein des entreprises. Parmi ces métiers, il y a l'innovation, dont on va parler aujourd'hui. Et l'innovation à l'ADR de Bordeaux, EPO, donc c'est 7 collaborateurs qui ont accompagné en 2020 250 entreprises, mis en place 48 millions d'euros de financement avec des aides qui sont hyper variables. Hein. On va de 20 000 euros jusqu'à 2 millions d'euros d'intervention, aides, prêts et outils de fonds propres. Pour des âges d'entreprise à la création jusqu'à des entreprises de taille intermédiaire. Donc, la palette d'outils disponibles chez BPI-France est importante, mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser quand même sur les outils à activer au moment de la création de vos entreprises, jusque vraiment Startup 0-3 ans, et je me ferai un plaisir de répondre à des questions qui concerneraient des outils un petit peu plus tardifs et que l'on pourra traiter sans aucun problème. Alors, si vous le permettez, après cette brève présentation de BPI France, je trouvais important aussi de bien expliquer de façon assez claire finalement ce que c'est que l'innovation. Parce que sous couvert d'une espèce de complexité que vous ressentez tous, que nous ressentons tous dans le monde du financement avec des aides d'État, c'est finalement très simple parce que hyper rigide, hyper codifié, hyper défini. Et Dieu seul sait que des spécialistes au sein de l'OCDE ont 1000 fois réfléchi à qu'est-ce que l'innovation, à quoi ça sert, comment ça se fait et comment on l'accompagne. Du coup, l'innovation. L'innovation, c'est finalement une idée qui trouve son marché. Donc, elle est essentiellement liée à un aspect économique qui est celui de l'innovation portée par les entreprises. Il faut savoir, et ça, on ne s'en rend pas vraiment compte, que les aides d'État sont par essence interdites, en fait, en Europe. On n'a pas le droit d'aider des entreprises, sauf dans certains cas très spécifiques. Et l'innovation, la recherche, le développement et l'innovation en est un. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une défaillance de marché. Naturellement, aucun acteur privé ne prendrait en charge le financement de programmes innovants dans une entreprise. Pourquoi ? D'une part, parce que techniquement, ça peut être risqué. Parce que financièrement, ça peut être très coûteux. Et parce qu'en termes de retombées économiques, ça peut être très long. Les time to market peuvent être très longs. On parle là, évidemment, de tous les secteurs d'activité avec des vraies différences. Hein. Lorsqu'on est dans le monde du SaaS, par exemple, sur une plateforme traditionnelle, on aura un accès marché plus rapide que si on est sur le développement d'une thérapie contre le cancer, les glioblastomes, par exemple, où on aura des temps d'accès au marché très longs. Naturellement, aucun acteur privé ne peut accompagner un programme innovant et c'est pour ça que les États au sein de l'Europe ont le droit d'intervenir pour accompagner les entreprises. Et je vous expliquerai finalement après quelles sont les règles d'or de l'accompagnement de l'innovation. Mais avant tout, c'est quoi l'innovation ? Alors, notez mon ton très enjoué pour vous éviter de vous endormir. Hein. L'heure est propice, le repas vient de se terminer, pas tout à fait encore 14 heures. Donc, naturellement, je suis un peu moins enjouée, mais là, je pense que c'est important. Donc, l'innovation, c'est une idée qui atteint son marché. Ça va transformer la chaîne de valeur, les pratiques des sociétés, des usagers, voire la société. L'innovation, elle se définit par son degré d'innovation. Et du coup, elle ne sera pas accompagnée forcément de la même façon si on est sur des innovations incrémentales, où on améliore finalement un état de l'art, ou si on est sur des innovations de rupture, où il y aura un avant et un après. On n'a pas les mêmes time to market, comme je l'ai dit, pas du tout les mêmes risques financiers, donc on aura des chemins d'accompagnement différents. On sera aussi sur des accompagnements différents lorsque, par exemple, nos travaux sont issus de laboratoires de recherche, ou auquel cas, on a préalablement à l'innovation qui va être portée dans la société, quelquefois des travaux qui ne sont pas encore des travaux d'innovation, mais de recherche, qui vont venir nourrir ensuite des travaux d'innovation portés par les entreprises. Donc, c'est important de savoir si on est sur de l'innovation d'amélioration ou de l'innovation de rupture. Pourquoi ? Parce que les chemins seront différents d'accompagnement
Et puis, on accompagnera avec des aides à l'innovation, selon le cadre européen, différents types d'innovation. Mais là encore, en fonction du risque derrière ces innovations, on les accompagnera pas tout à fait jusqu'au même moment. Alors, il est habituel de dire en France que lorsqu'on parle innovation, quand on pense innovation, très naturellement, on pense au général de Gaulle, la main sur le cœur, les grands fleurons de l'industrie française, Thales, Safran, Sanofi. Voilà, ça c'est vrai que naturellement, c'est le premier type d'innovation qui a été réfléchi en Europe, c'est l'innovation technologique. Et associé à cette innovation technologique, il y a aussi les innovations de procédés et d'organisation, où on va pouvoir mettre en cohérence différentes briques technologiques de façon à pouvoir produire avec des performances économiques raisonnables des produits. Donc ça, c'est le deuxième type d'innovation. Et puis, il y a aussi l'innovation de produits, de services d'usage portés par le numérique, ce qu'on appelle aujourd'hui le monde du numérique, des TIC, où on trouve tous les modèles SaaS. Ça, c'est des innovations qu'on va pouvoir accompagner assez loin avec des aides d'État, jusqu'à la pré-industrialisation pour les produits. Et dès lors qu'on arrive à cette phase de pré-industrialisation, ensuite, on n'a plus d'aide d'État possible, on passe à du financement bancaire. Il existe des innovations un peu différentes, moins technologiques, qui pour autant, lorsqu'on dit une innovation, c'est une idée nouvelle qui va toucher un marché et permettre de mieux vendre, améliorer les performances économiques d'une société, augmenter la valeur ajoutée dégagée par cette dernière, du coup augmenter le PIB du pays, parce que c'est tout ça, la chaîne de l'innovation. Eh bien, en fait, il y a des choses nouvelles qui font mieux vendre. Typiquement, pour faire cliché, l'innovation marketing. Apple s'est positionné sur un segment élitiste technologique, ce qu'on appelle aujourd'hui geek, qui fait mieux vendre. C'est aussi le cas de Michel et Augustin, qui fait vendre plus cher ses petits gâteaux. L'innovation marketing, l'innovation sociale, où on n'a pas forcément des ingénieurs qui travaillent dessus, mais pour autant, on a un positionnement concurrentiel différent et différenciant qui fait mieux vendre, et l'innovation de modèle d'affaires. Donc, ces innovations, ces trois types d'innovations, qui sont un peu moins technologiques, sont aussi des innovations qu'on pourra accompagner, mais uniquement au début de la vie de la société, lorsque vraiment on se pose la question de qu'est-ce que je vais faire, quel sera mon marché, quelles sont les contraintes juridiques, c'est ce qu'on appelle les phases de faisabilité. Et c'est justement pour ces phases de faisabilité qu'ont été créées les bourses French Tech, qui peuvent aider ces 6 types d'innovations en phase de faisabilité pour les sociétés en création. Ce n'est pas tout à fait la première aide à activer, parce qu'avant ça, il y en a une que personne ne connaît, mais qui est superbe, qui est la PTI, mise en place en Nouvelle-Aquitaine par ADI-ENA et financée par BPI France et la région Nouvelle-Aquitaine. Mais la BFT est finalement une des premières aides que vous pourrez activer au moment de la création de votre entreprise, avec néanmoins, et ça sera l'objet de la dernière partie de ma présentation, finalement, des règles. Ce n'est pas une chambre d'enregistrement, une aide d'État. Il faut finalement respecter un certain nombre de points pour pouvoir bénéficier de cette aide qui va permettre à votre projet d'être plus ambitieux, mieux réalisé, plus rapidement et maximiser les chances de votre entreprise d'atteindre votre marché. Je vous ai dit, alors ce que je vous ai dit jusqu'à présent est valable pour toute la France, tous les financeurs. L'innovation, elle a été définie comme ça, et dans le cadre européen des aides d'État, il est indiqué qu'on peut aider les projets de recherche, développement et d'innovation portés par les entreprises avec différents outils. Comme je vous l'ai dit aussi, on ne parle pas de chambre d'enregistrement, mais on parle vraiment d'une analyse de votre projet porté au sein de votre société. Et cette analyse, elle va se baser sur 3 points essentiels. L'innovation et les dépenses nécessaires pour réaliser votre projet, la maturité du projet et de votre stratégie d'entreprise pour accéder au marché, et la maturité financière de l'entreprise.
Je vous expliquerai donc dans notre dernière partie de présentation pourquoi est-ce que finalement ces 3 aspects sont tout aussi importants, et notamment l'aspect financier. Je réponds à une petite question qui fait sens, parce qu'après, ça sera bizarre d'y revenir. Du coup, Guillaume nous posait la question suivante, c'est est-ce qu'il est possible d'obtenir une BFT si on a déjà eu une PTI? Alors, question très pertinente, puisque en effet, on peut bénéficier d'une BFT après avoir obtenu une PTI, mais l'inverse n'est pas vrai. La PTI, qui est une aide à la faisabilité, elle aussi, permet de financer une prestation sous-traitée, et elle a pour contrainte d'être la première aide d'État à la R&D mise en place au sein d'une entreprise. Donc, concrètement, pour votre question, Guillaume, c'est oui, on peut faire PTI, BFT, mais non, on ne peut pas faire BFT et PTI ensuite. Voilà. Du coup, je reprends le fil de la présentation, si vous le permettez. Il existe 4 outils de financement direct que BPI France peut déployer au moment de la création de votre entreprise qui porte un projet innovant. On parle, donc comme je vous l'ai dit, on se focalise sur le segment 0-3 ans pour simplifier et ne pas trop diluer les informations que je vais vous donner. BPI France a décidé, justement pour éviter de tomber dans le côté chambre d'enregistrement, d'avoir une politique de financement de l'innovation avec des effets de levier, histoire de dire que l'État qui nous donne 1 euro ne va pas juste aller financer une entreprise avec 1 euro. Vous voyez, ce serait vraiment assez pauvre comme chemin. On va dire que l'État verse 1 euro. Certains vont donner des subventions, certains vont donner des aides à l'innovation avec des effets de levier plus importants pour accompagner des projets un peu plus avancés, et d'autres vont donner des outils de quasi-fonds propres qui vont venir bonifier les levées de fonds que vous faites. Les subventions chez BPI France sont utilisées pour financer les entreprises qui sont en phase de faisabilité, dont les projets sont en phase de faisabilité. Donc pareil, dans le cadre réglementaire des aides d'État, il est bien expliqué qu'une phase de faisabilité, c'est un moment très important où on va finalement réfléchir à son projet. On ne parle pas encore de recherche et de développement, on ne parle pas encore de développeurs qui vont faire des trucs. On parle de quel sera mon projet, comment je vais le faire, quel sera mon marché et est-ce que j'ai le droit de le faire. Ces étapes-là sont déjà éligibles à des aides d'État, et c'est comme ça que nous, BPI France, on va utiliser nos subventions, que ce soit à la BFT, je vous ai mis le petit coq rouge de la French Tech qui y fait référence, et ça sera un peu, finalement, chaque fois que vous le verrez, vous saurez qu'il y a BFT derrière. Donc, les BFT, aussi les aides à la faisabilité, parce que finalement, la différence entre ces 2 termes, c'est que les BFT sont réservés aux entreprises de moins d'1 an, et les aides à la faisabilité sont réservées aux entreprises qui ont plus d'1 an. C'est pas de... Je préfère bien vous le dire, parce que souvent, les entreprises ont cette espèce d'horloge biologique qui tourne. Oh, je suis à 1 mois de mon année, je n'ai pas fait ma demande de BFT, ma vie est fichue. Non, vous avez exactement la même chose juste après, qui s'appelle AFI, même condition, tout pareil, sauf que il n'y a pas le coq rouge sur la lettre de notification. Donc, pas de stress de ce côté-là. Donc, BPI France, on a décidé, nous, d'utiliser cet outil d'aide d'État qui est la subvention de cette façon-là. Donc, on parle de projets qui sont assez petits. On va parler de projets à 40, 50, 60 000 euros qui auront des durées maximales d'1 mois, parce qu'on va rarement au-delà se poser la question de est-ce que je me lance ou pas dans un programme qui comporte du risque. Donc, ces aides sous forme de subventions, que ce soit des aides à la faisabilité ou la BFT, elles servent vraiment à financer pour une entreprise créée des étapes qui sont qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, est-ce que j'ai le droit de le faire, et quel sera mon marché. Derrière, on a, et donc je réponds à une question de Anka, on a du temps personnel, on a des étapes sous-traitées, des sous-traitants, on a des études de brevetabilité, on a des dépôts de brevets,
on a quelquefois la réalisation de prototypes ou de VMP. Voilà. Donc, c'est vraiment ces étapes-là qui vont permettre de qualifier une étude de faisabilité, en sachant que, normalement, à l'issue d'une étude de faisabilité, on se pose la question de comment on va faire. Hein. On n'a évidemment pas une commercialisation. C'est aussi comme ça qu'on peut le voir, faisabilité, développement. On parle essentiellement de tâches qui sont liées au développement du programme d'innovation, qui est très bien séparé dans vos esprits de la stratégie de l'entreprise, même si pour évaluer le programme d'innovation, on va évaluer votre stratégie d'entreprise, mais ce sont deux choses distinctes. Du coup, je réponds à la question de Manuela. On ne finance pas des frais qui ne sont pas des frais liés à l'innovation, comme des frais d'accompagnement d'un incubateur qui va venir vous coacher, vous aider à structurer votre stratégie financière, vous expliquer quels sont les outils de financement activables à différents moments, mais qui ne vont pas venir définir votre programme d'innovation et ce que vous allez en faire. Voilà. Notez que souvent à la création de l'entreprise, hein, vraiment la première année, il ne faut pas oublier que l'effet de levier sur les fonds que vous allez apporter est essentiel. J'en arrive à, et ce sera une des règles d'or de notre troisième partie, il faut que vous apportiez une partie, hein, l'aide moyenne en Europe, c'est 50%. Donc forcément, tant qu'on n'a pas d'activité économique, il faut qu'on ait 50% du coût du programme d'innovation qui peut être soit apporté par vos fonds que vous injecterez dans l'entreprise, soit de la love money. N'oubliez pas d'activer tout ce qui est réseau de prêts d'honneur, qui sont des prêts faits à la personne physique pour que vous les injectiez en fonds propres ou quasi-fonds propres dans votre entreprise. C'est un formidable outil à activer à la création de votre entreprise. Et pour certains d'entre vous, lorsque vous aurez des acquisitions d'actifs à faire, des machines à acheter, ou, voilà, vous pourrez bénéficier de prêts bancaires, y compris en création. Hein. Et dans ce contexte, BPI France permet de garantir, et donc c'est vraiment un service proposé aux banques, hein, de garantir les prêts qu'ils vont mettre en place auprès de vos entreprises. Et donc, pareil, il ne faut pas négliger ce formidable effet de levier qui est la garantie des prêts bancaires. On en a beaucoup entendu parler, hein, pour les PGE, que BPI France a garanti à travers des fonds de l'État. Mais ce mécanisme existe avec des quantités moindres dès la création des entreprises. Ça, c'est la première partie du financement de la faisabilité des projets. Une fois qu'on s'est dit, bon, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, quel sera mon marché, est-ce que j'ai le droit de le faire, ben, on se lance dans le développement. Et dans le développement, on va avoir chez BPI France, encore une fois, finalement, une séparation dans l'analyse entre les projets qui sont très risqués techniquement et les projets qui le sont un peu moins. Il faut être clair, hein, il y a des projets où on sait qu'on arrivera à atteindre notre objectif. Peu ou prou, plus ou moins joli, mais ce qui compte, c'est d'être efficace et d'aller vite. Ces projets ont un risque limité techniquement. Il y a des projets où, pour le coup, on n'est vraiment pas sûr d'y arriver. Hein. Je prends toujours l'exemple du développement pour le traitement des glioblastomes. Quand on a fini la phase de faisabilité et qu'on a trouvé un truc qui marchait chez un animal et qu'on comprend à peu près comment ça marche, on a à peu près 1% de chance qu'un jour, on le mette sur le marché. Donc, vous imaginez bien qu'on ne va pas du tout utiliser les mêmes outils pour un projet de développement informatique et un projet de développement de thérapie pour le glioblastome. Deux outils, deux modalités d'intervention et forcément avec des effets de levier chez BPI France. Soit des avances récupérables qui sont versées au fur et à mesure de la réalisation du projet, qui peuvent atteindre 45% du coût, soit des prêts à taux bonifiés pour la recherche et le développement qui sont versés en une seule fois au début du projet, qui seront à rembourser en tout état de cause, évidemment, mais qui permettent de financer des projets jusqu'à 60% de leur coût. Donc, deux outils, deux conditions d'utilisation et des risques différents à utiliser. On parle de projet de développement. Donc, comme je vous l'ai dit, on a passé la phase de faisabilité. On va jusqu'à la pré-industrialisation. Et donc, de nouveau, on y trouvera du temps de personnel,
on y trouvera des prestations sous-traitées, on y trouvera du consommable, des choses de valeur unitaire inférieure à 1 500 €. On y trouvera quelquefois de l'amortissement de matériel qu'on est obligé d'acquérir pour faire le projet. Ça définit une assiette de dépenses sur laquelle, retenez toujours qu'on pourra vous accompagner à hauteur de 50% à peu près de cette assiette de dépenses avec une aide, avance récupérable ou prêt à tout bonifier. Et puis, derrière ces étapes, vous allez probablement, pour certains secteurs d'activité, pouvoir envisager le lancement commercial de votre innovation, qui peut être accompagné par des prêts bancaires que nous garantirons, par des prêts BPI France. N'oubliez pas, là encore une fois, qu'avec cette notion de, en Europe, on ne peut pas financer 100% d'un programme de recherche et développement, mais que à peu près la moitié. À chaque levée de fonds, apport de fonds pour réaliser votre projet, il faudra essayer d'avoir un effet de levier le plus important possible en activant des aides d'État, des prêts bancaires, et certains prêts bancaires ont pour nature de n'être que des effets de levier sur des levées de fonds. BPI France propose certains prêts de ce type-là, les banques le proposent aussi, et on a un dernier outil qu'on a créé essentiellement pour les sociétés qui portent des innovations de rupture ou deep tech, des obligations convertibles qui peuvent être activées au moment de la première levée de fonds et qui viennent du coup réellement, finalement, augmenter les fonds propres que vous injectez dans votre entreprise, ce qui vous permet ainsi d'avoir une surface financière pour réaliser un projet plus ambitieux. L'idée des aides d'État, c'est de rendre vos projets les plus ambitieux possibles et de challenger au maximum ce que vous voulez faire pour vous donner le maximum de chances de réussir. Ce n'est pas finalement qu'une aide, ce n'est pas que de l'argent qui arrive, c'est tout ça avec. On arrive à la fin de cette première phase de discussion. On va balayer les questions rapidement pour voir si je n'ai pas oublié de répondre à certaines d'entre elles. Et après, on aura encore un petit quart d'heure pour les règles d'or des aides d'État. Alors, Karine, bonjour. Est-ce que réinventer un produit existant depuis les décennies, design moderne, ajout de fonctionnalités, correction de dysfonctionnement, est bien considéré comme une innovation de produit et quels sont les critères d'innovation? Alors, c'est une question qui ouvre bon nombre de réflexions. L'innovation, elle est définie par rapport à un état de l'art européen, minimum, voire mondial, lorsqu'on est sur des secteurs très spécifiques. Donc, quand on parle d'innovation incrémentale, on parle de produits à la fin qui seront différents. On ne parle pas, par exemple, de version de plateforme. Ça, ce n'est pas une innovation incrémentale. On ne parle pas, donc pour répondre concrètement, un dysfonctionnement de plateforme qu'on vient corriger, ce n'est pas de l'innovation. Par contre, si on parle... et c'est assez réducteur, mais c'est assez vrai. Tous les développements logiciels sont des innovations incrémentales. Pourquoi? Parce que le code sur lequel on s'appuie, qui est, lui, l'innovation de rupture, existe déjà. Donc, on va utiliser une innovation qui a été créée à un moment, l'encodage MP3 par exemple, pour réaliser des choses avec et atteindre un marché avec une différenciation. Donc, si c'est juste corriger un bug, ce n'est pas de l'innovation. Si c'est permettre d'utiliser une brique existante pour en faire quelque chose de nouveau qui atteindra un marché plus important ou avec des performances économiques de la solution meilleures, ça, c'est de l'innovation incrémentale. Donc, j'ai répondu à la question de la BFT-PTI dans un sens et dans l'autre. Est-ce qu'une PTI peut être accordée dans le cadre d'une innovation marketing? Alors oui, une PTI peut être accordée dans le cadre de l'étude de faisabilité d'une innovation marketing. Alors, une innovation commerciale, ça n'existe pas trop, mais c'est innovation marketing, le vrai terme. Alors, les conditions d'obtention, c'est d'une part de porter un projet d'innovation, c'est-à-dire que vous allez... Si votre projet ne repose que sur une innovation marketing, il faut qu'en se comparant à un état de l'art européen, vous soyez le premier à proposer cette innovation marketing. Donc, il faut y aller. L'innovation marketing,
C'est quand même hyper tendu. Ce n'est pas parce que ce n'est pas technique que c'est facile. Voilà. Ensuite, il faut s'adresser à ADINA qui vous demandera du coup des documents administratifs et la description de votre projet et l'identification du sous-traitant qui conduira à cette étude de faisabilité. Là encore, il faut que vous ayez la moitié du coût à peu près en fonds. Tu as mentionné des innos incrémentales de rupture. Il y avait aussi des innovations deep tech. Alors, les innovations deep tech, ce sont des innovations de rupture un peu spécifiques. Elles sont caractérisées par 3 points complémentaires, 3 points spécifiques. Donc, il y a un avant, un après. Une innovation deep tech comme une innovation de rupture. Il faut que l'origine des travaux soit académique. Il faut qu'il y ait des vrais jalons techniques qui soient des points bloquants, des points qui, s'ils ne sont pas solutionnés, font que le projet s'arrête. Et il faut que le time to market soit long. Ce type d'innovation est souvent encore plus complexe à apporter, puisque je reviens à mon exemple du médicament, à peu près 55 millions de développements avant que mon traitement pour le glioblastome n'atteigne le marché, 55 millions de R&D, 1% de chance une fois que j'y ai passé 5 ans déjà. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux financiers et donc, on a créé toute une palanquée d'outils qui vont permettre d'accompagner un peu plus spécifiquement ces projets au moment de la création de l'entreprise. J'imagine que vous allez détailler les aides à la faisabilité. Donc, j'espère les avoir détaillées. Pour spécifiquement les conditions d'éligibilité, il faut que l'entreprise mène un programme d'innovation, qu'il soit en phase de faisabilité, qu'elle n'ait pas encore forcément identifié son marché, qu'elle n'ait pas encore forcément identifié son modèle d'affaires, mais qu'elle ait pour objectif de le faire, qu'elle soit dans ces réflexions-là, puisqu'on est en phase de faisabilité. Et dernier point, il faut que sa stratégie financière soit au point. En fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est qu'il ne faut pas considérer les aides à la faisabilité, BFT ou aides à la faisabilité, comme finalement, j'ai le droit à 30 000 balles pour voir. Non, parce que si vous avez 30 000 €, il faut que vous en ayez 60 à dépenser. Et donc, il faut, et c'est pas, je vous donne 30 000, charge à vous de trouver les 30 000 pour voir, parce que pendant que ces 30 000 vous seront affectés, ils ne sont pas utilisés par une entreprise qui, elle, aurait déjà son projet prêt à lancer. Donc, les conditions d'éligibilité, c'est un programme d'innovation en phase de faisabilité, avec une stratégie d'entreprise et financière backée pour que, une fois que l'argent soit sur votre compte, le projet se déroule. Peut-on financer la BFT? Donc ça, j'avais déjà répondu. Parler d'un produit physique industriel, donc en lien avec l'innovation commerciale? Oui, c'est ça. Non. C'est ça. C'était cette question. Ah oui, oui. Alors, il faudra discuter plus avant parce qu'un produit technique qui est amélioré peut être une innovation incrémentale si la première base et la deuxième base sont très différentes et que vous ne ciblez plus les mêmes marchés, par exemple. Voilà. Du coup, si vous me le permettez, il nous reste une petite dizaine de minutes. Donc, la dernière partie de ma présentation qui sont finalement quelles sont les règles d'or à retenir pour pouvoir être accompagné par BPI France au moment de la création de votre entreprise avec un focus sur les aides d'État, en sachant que les prêts bancaires et surtout les garanties, enfin les prêts d'honneur, pardon, et les garanties sont des services à activer, évidemment, parce que c'est essentiel. Donc, cette idée des apports privés, parce que je suis sûre que dans la tête de certains, on ne prête qu'aux riches a dû quand même traverser l'esprit de certains. Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que les aides d'État nous interdisent de financer 100% des programmes de recherche et développement. C'est un choix fait au sein de l'OCDE qui est de dire ce qu'on finance à 100%, c'est dans les laboratoires de recherche. Et ce qui est dans les entreprises, on ne peut pas le financer à 100%, c'est interdit. Donc, il faut, au moment de la création de votre entreprise, avant toute activité économique, que vous ayez des apports. De façon très logique, si on vous disait, écoute, tu as 100 € dans ta poche, tu peux prêter 100 € à quelqu'un qui a fait le pari de dingue de dire, moi, j'ai bien une bonne idée, mais je mets que 50 centimes dans ma boîte et filez-moi 100 €.
ou la même personne qui dit « Non, mais moi, j'y crois, hein, je mets 50 et j'ai besoin que vous me donniez 50 pour aller vraiment encore plus loin et plus vite. » En fait, cette analyse, elle est un peu, outre les contraintes réglementaires, elle est aussi très naturelle de se dire qu'il faut que pour un projet marche, que l'équipe soit motivée, intéressée et vraiment pleinement dans l'entreprise. Et pour finir, hein, comme je vous l'ai dit, les contraintes réglementaires nous imposent de toute façon de financer les programmes maxi en moyenne 50%. Les BFT peuvent aller jusqu'à 70% puisque les sociétés étant très jeunes et en phase de faisabilité, c'est surtout ça hein, qui conditionne le 70%. On peut aller exceptionnellement plus haut sur ce sous-segment, mais il faut quand même un apport au départ de financement d'origine privée. Voilà, retenez aussi, hein, lorsque vous construirez avec vos accompagnateurs votre stratégie financière, hein, qui est évaluée au même titre que votre stratégie de développement technologique, que votre stratégie d'accès au marché et que votre stratégie de protection pays. Hein. On étudie ces 4 points lorsqu'on étudie une demande d'aide. Eh bien, il faut qu'elle soit crédible. Voilà, si vous avez un programme qui coûte 100, qui est financé avec 100 d'aides d'État et un apport au départ de 50 centimes, en fait, on sent bien que ça ne passera pas comme ça. Donc, du coup, dans le pire des cas, si ça coûte 100, vous aurez 50 et on ne vous les apportera pas au départ parce que si on vous apporte 50 et que vous n'avez pas les 50 qu'il faut pour couvrir le coût du programme, en fait, on conduit plus rapidement votre cessation de paiement. Et donc, en fait, il y a dans la définition des aides d'État un point qui est essentiel, c'est qu'une aide d'État ne peut pas être abusive, elle ne doit surtout pas conduire à la cessation de paiement d'une entreprise. Ça serait complètement antinomique. Donc ça, c'était vraiment crédibilité du plan de financement. Et derrière, n'allez pas voir les investisseurs et surtout les financeurs, les financeurs et surtout les investisseurs trop tôt. Prenez le temps d'être coaché par votre incubateur, votre technopole, votre accélérateur. Dieu seul sait qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a la chance d'avoir un écosystème de soutien à l'innovation hyper dynamique, fédéré par French Tech Central, mais il faut vraiment être accompagné. C'est pas souvent les gens me disent oui, non, mais je sais déjà ce que je vais faire. Ok. Moi, techniquement, il y a peut-être 1 ou 2 marchés sur lesquels je suis plutôt bonne, mais je ne prétends pas être douée et connaître par essence tous les marchés que vous pourrez adresser. Par contre, je sais que si on est bon techniquement, on peut être un petit peu moins bon en termes de pays. Si on est bon en termes de pays, on peut peut-être être un petit peu moins bon en termes de structuration financière. Et l'évaluation d'un projet porté par une entreprise, c'est toujours 4 aspects qui sont évalués. L'aspect technique, l'aspect marché, l'aspect juridique et l'aspect financier. L'un ne peut pas aller sans l'autre. On ne demandera pas à toutes les entreprises d'être prêtes sur chacun de ces 4 aspects. On est totalement conscient que l'histoire d'une start-up se réécrit tous les 3 voire 6 mois. Donc, que tout ça ne sont que des scénarios temporaires, mais il faut avoir un scénario, il faut le construire et il faut le maturer avec les organismes qui vous accompagnent. Et c'est une chance d'être accompagné en Nouvelle-Aquitaine. Et du coup, en conclusion, hein, pour bien refixer les choses dans cette dernière partie, comme les aides d'État sont interdites, il faut vraiment qu'on soit dans un cas particulier de soutien à l'innovation pour pouvoir mettre en place un financement chez BPI-France. Donc, mettez le paquet sur la qualification de l'innovation et la comparaison par rapport à la concurrence. J'aime bien tomber dans le cliché et dire « Ah oui, non, mais en fait, ça n'existe pas. Mon innovation n'existe pas. » Alors, 2 choses l'une. Hein. Soit on est sur quelque chose de vraiment très, très spécifique, encore que, vous voyez, Facebook existait. Hein, il y avait déjà des réseaux qui ressemblaient à Facebook quand il a été créé. Soit, en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de marché. Donc, s'il n'y a pas de marché, évidemment, il n'y a pas besoin d'investiguer une façon de créer de la valeur économique, puisque de toute façon, il n'y aura jamais de valeur économique créée. Donc, bien faire attention à se dire, à définir l'innovation par rapport à ce que vous voulez faire et bien par rapport au fait qu'il n'y ait pas de concurrence. Parce
Ça peut être un piège. L'aide doit être incitative, c'est-à-dire que, et en création c'est souvent le cas, on ne finance pas des choses qui ont déjà été faites par le passé, on finance que des choses qui vont vous permettre de faire des développements plus ambitieux que ce qui aurait été fait naturellement. L'aide ne peut pas être abusive. On n'a pas le droit de mettre en place une aide si vous n'êtes pas capable de porter le complément du projet avec les ressources qui sont les vôtres, issues de votre activité économique si vous en avez déjà une, issues de fonds propres que vous aurez apportés si vous êtes vraiment en création. Et les aides ne couvrent qu'une partie des dépenses d'un programme de recherche et de développement. Voilà, du coup, je vais faire un point sur les questions si vous le voulez. Une question, Nicolas, sur l'attente vis-à-vis du CA. Y a-t-il une attente spécifique en termes de CA visée ou croissance, genre hypercroissance, quid d'un projet qui ne vise qu'à devenir une petite PME? Alors, nous, on n'a pas une vision d'investisseur, même si finalement, on est dans l'équipe de Bordeaux, on est tous ingénieurs et financiers en même temps. Donc, en fait, on pourrait être des investisseurs, mais on a décidé de ne pas l'être. Donc, on n'a pas une obligation de TRI, de retour sur investissement lié à l'aide que l'on va mettre en place pour une entreprise. Donc, on ne vise pas que des licornes, on ne vise pas des valorisations à 1 milliard d'euros dans 2 ans. Nous, ce qu'on vise, c'est par contre de la création de valeur économique dans l'entreprise. Il faut que l'aide d'État qui a été mise en place vous permette demain de générer plus de CA, par exemple, de générer plus de BE, parce qu'au final, peut-être que votre CA restera le même, mais que la façon de produire fera que vous produirez moins cher. C'est l'objet de l'innovation de procédés d'organisation. Qui vous permettra de conquérir des nouveaux marchés qui aujourd'hui ne sont pas à votre portée. Donc, on ne vise pas l'hypercroissance, qui est un segment de la vie d'une entreprise hyper dangereux. En réalité, l'hypercroissance, tout le monde en rêve, mais c'est finalement la zone de danger la plus importante de l'entreprise. Donc oui, pas de problème à financer une entreprise qui veut devenir une PME, et c'est super. Hein. Moi, ça me va très bien. Par contre, on ne finance pas en systématique tous les projets d'une entreprise qui n'aurait pour vocation qu'à faire de la R&D toute sa vie en payant ses salariés. Voilà. Il ne faut pas tomber dans le cliché. De quel niveau de détail cette origine privée de fonds propres est analysée par la BPI? Elle peut être diverse, apport perso, prêt bancaire, love money. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des choses qui sont bloquantes pour obtenir le financement? Alors, nous sommes une banque publique, une banque privée. On fait partie des 126 banques sous surveillance de la BCE. Donc, on s'inscrit dans des démarches réglementaires, alors le secret bancaire, voilà, et les diligences KYC, ou lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme. Donc, pour vérifier le niveau de fonds d'origine privée que vous aurez apporté, on vous demandera les les justificatifs de versement de fonds. Voilà. Par contre, soyez vigilants à une chose, mais bon, c'est un non-sujet, je suppose. Il faut que l'argent, que les actionnaires de vos entreprises puissent être identifiés en tant que personnes physiques, qu'ils ne résident pas dans des pays qui sont sanctionnés pour des pratiques courantes de blanchiment ou de financement du terrorisme. Donc, éviter des actionnaires des îles Vierges britanniques, par exemple. Voilà. Mais bon, je suppose que votre question n'était pas dans ce sens-là, mais plutôt de savoir comment on justifie des apports de fonds. Donc, justificatif de versement sur le compte en banque. Moi, je vous dis toujours, hein, on n'est pas Crésus, on n'est pas tous capables d'apporter 100 000 euros au moment de la création d'une entreprise, ça c'est évident. Par contre, on est tous capables de prendre le temps d'être accompagnés pour faire une demande de prêt d'honneur, pour faire une demande de prêt bancaire, pour faire une demande d'aide à l'innovation. Et donc, c'est ça qu'il faut vraiment bien organiser. L'étude de faisabilité est différente de l'étude de marché business plan. Oui, en fait, l'étude de faisabilité, l'étude de marché, c'est une partie de l'étude de faisabilité. Le business plan est un outil de suivi de vos dépenses à venir, un plan de trésor si vous voulez. L'étude de faisabilité, elle est bien plus globale. Elle encadre, si j'ai une idée technique, quelles sont les différentes solutions qui existent aujourd'hui techniques et laquelle je vais devoir choisir parmi les 3 ou 4 en faisant 2 ou 3 essais. Vous voyez, des pré-protos ou des briques de proto. Elle encadre, du coup,
Si je choisis ce marché, quel sera le modèle économique que je vais pouvoir mettre en place? Quelles seront les contraintes de ces différents modèles économiques? Et quelles seront, par exemple, les projections de coûts d'acquisition client en B2C, B2B, des choses comme ça. Ça, c'est la partie faisabilité commerciale. Il y a la faisabilité juridique et réglementaire. Si je suis sur une stratégie de protection intellectuelle par le brevet, comment vais-je breveter? À quel moment? Si je bosse avec un labo, comment est-ce que je vais faire coexister cette protection pays, propriété industrielle avec des publications? Si je travaille avec des sous-traitants, contrairement à ce qu'on pense, comment est-ce que je vais rédiger les clauses d'appartenance de la pays aux donneurs d'ordre? J'ai des stagiaires. Les stagiaires ne sont pas des salariés d'entreprise, donc tout ce qu'ils produisent, eux, peut être déposé en brevet ou en droit d'auteur à leur nom, contrairement à vos salariés dont le travail intellectuel revient à l'entreprise. Donc, comment est-ce que je vais faire pour structurer tout ça? Et puis, donc, vous voyez, l'étude de faisabilité, c'est quelque chose de très vaste qui est du bon sens, des questions qu'on se pose avant de se dire, bon, OK, maintenant, mon objectif, c'est ça dans 1 an. Donc, j'ai besoin de 3 développeurs, j'ai besoin, par exemple, d'un centre technique qui va faire ça, j'ai besoin d'acheter cette machine pour faire ça. Voilà. Donc, une fois que je me lance, mais avant, il y a ces étapes de réflexion qui ne sont pas qu'une étude de marché ou un BP. Pire que tout, un BP, c'est un tableau Excel, quoi. Alors, l'étude de faisabilité s'applique-t-elle pour explorer et dérisquer un nouveau marché pour une start-up? Oui, ça peut être le cas si le programme derrière est innovant. Pas de problème. Alors, peut-on autofinancer 50% de notre projet, lancer une partie des développements et en parallèle faire une demande à la BPI pour financer 50% restant? Un projet, en fait, c'est un début, une fin, un objectif technique à atteindre. C'est comme ça qu'on définit un projet et dans lequel on aura des dépenses, du coup, éligibles à une aide d'État. L'aide se devant d'être incitative, c'était un terme que j'ai utilisé dans la 3e règle d'or, ça veut dire que on ne pourra pas vous accompagner sur un projet, début, fin, objectif à atteindre et dépenses à l'intérieur, si vous n'avez pas fait une demande avant la demande faite formellement. Donc, si votre projet coûte 100 000 € et que vous venez nous voir au bout de 6 mois en disant mon projet coûte 100 000 € et j'aurais besoin de 50, en fait, non. Au bout de 6 mois, votre projet ne coûte que 50, il ne coûte plus que 50 parce qu'avant, vous avez fait des choses sans nous demander. Donc, en fait, ce n'est pas que vous n'aviez pas le droit de les faire, c'est que notre aide ne peut plus être incitative. Et donc, sur les 50 restants, on peut mettre en place une aide de 50%. Tout à l'heure, vous avez distingué 4 aspects clés dans votre grille de lecture des projets, technique, juridique, et j'ai loupé le dernier. Donc, technique, financier, juridique et marché. Parce que du coup, lorsque nous, on va étudier, comme je vous l'ai dit, on n'est pas une simple boîte d'enregistrement. Et donc, du coup, sans pour autant prétendre faire les mêmes analyses sur une aide, sur une innovation de rupture, traitement du glioblastome, à qui on va donner 2 millions d'euros, et une aide BFT pour une plateforme en mode SaaS pour un sujet, on va dire, beaucoup moins techno. On ne va pas exactement faire les mêmes études, mais on va quand même toujours vérifier tous ces points-là parce qu'ils sont clés. L'idée, ce n'est pas de donner de l'argent à une entreprise, ce n'est pas une aide, c'est une aide à la R&D et à l'innovation. Et donc, derrière, c'est challenger la recherche, le développement et l'innovation. Et sous couvert d'être un peu embêtant, parce que des fois, vous vous direz « Oh là là !» En réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on challenge votre projet parce que ce n'est pas grave de se tromper, ce n'est pas grave d'avoir oublié un risque, ce n'est pas grave du tout si dans votre logiciel de définition des scénarios de votre entreprise, vous vous dites « Et si ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais ? Et si ça prend du retard, comment je réagis ? Et si ma levée de fonds que j'avais prévue dans 2 mois ne se fait pas, c'est quoi mon backup ? Comment je continue à avancer ? Est-ce que je dois mettre en suspens mon projet ? En fait, tout ça, on va challenger votre scénario et finalement tous les points de blocage qui pourraient arriver et comment vous allez essayer de les contourner ou de les assumer. Bonne question de Nicolas. Ah oui. Alors, c'est vrai que donc c'est une question très, très pertinente. Temporalité, oui. BPI France ne propose des aides d'État que aux entreprises créées.
Donc, il faut que vous ayez, pour nous contacter, une entreprise créée, un numéro de sirène, le nom de votre structure d'accompagnement. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre programme de R&D innovant? Quand est-ce que vous voulez le lancer? Combien il coûte à peu près? Et quelles sont les ressources financières présentes dans l'entreprise? Si vous êtes accompagné, évidemment, vous n'allez pas nous dire « j'ai un programme à 1 million d'euros et j'ai 10 000 euros de capital social ». Parce que vous vous rendez bien compte que du coup, on ne mettra pas en place, nous, BPI France, une subvention de 500 000 euros, parce que du coup, vous auriez 510 000 euros et 6 mois plus tard, vous êtes en cessation de paiement. Donc, c'est interdit de faire ça. Donc, en fait, l'idée pour nous contacter et pour finalement activer les bons outils au bon moment chez BPI France et qui sont complètement en adéquation avec les outils des autres financeurs, prêt d'honneur, prêt bancaire avec la garantie BPI France, aide de la région. En fait, on travaille tous en bonne intelligence. On a à peu près tous les mêmes façons de faire. C'est faut que l'entreprise soit créée. Il faut que vous soyez accompagné. Ce n'est pas parce qu'on fait la promotion des structures d'accompagnement qu'on demande ça, c'est parce qu'on est persuadé que si vous êtes challengé et que vous co-construisez votre scénario d'entreprise au sein duquel vous portez un programme d'innovation, vous aurez la possibilité de penser à plus de choses que si vous le faites seul. Du coup, vous aurez un projet mieux défini, une structure d'entreprise mieux calibrée et des stratégies finalement plus adaptées aux enjeux qui sont les vôtres au moment de la création, au moment du développement, du lancement commercial. Un petit message de remerciement de d'accord. C'est toujours agréable. Merci, écoutez, c'est oui, toujours agréable. toujours gentil. Alors, du coup, vous aurez accès à cette présentation. On a dépassé, et je m'en excuse, de 5 minutes le timing qui nous était imparti. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur cette adresse mail. Pourquoi cette adresse mail ? Vous aurez aussi l'organigramme de l'équipe, mais c'est parce qu'en fait, nous avons des organisations marché sectorielles et que du coup, si je devais distiller tous les secteurs, tous les marchés, toutes les technos pour dire là, c'est là. Le plus simple, c'est qu'on a une boîte partagée et quand les demandes arrivent, on les traite en fonction de nos marchés. Du coup, moi, je suis la responsable de l'équipe. J'ai du coup 4 collaborateurs en première ligne qui sont les spécialistes marché, ingénieurs et financiers et auxquels qui s'appuient sur 2 analystes qui des fois prennent contact avec vous pour accélérer le traitement des dossiers. L'idée pour nous, 250 dossiers à 4 pour 48 millions d'euros. Bon, si les dossiers arrivent bien montés, bien expliqués, que tous les 4 items sont bien traités et que la faisabilité financière est crédible, elle peut être un peu challengée, mais qui est crédible, vous imaginez bien qu'on peut traiter beaucoup plus vite votre dossier et du coup, vous pouvez avoir bien plus rapidement l'argent sur votre compte qu'une entreprise qui nous dit, en fait, on m'a dit que j'avais le droit à 30 000 euros si j'avais une entreprise innovante. Voilà, c'est innovant et je voudrais 30 000 euros. On a un peu de mal à envisager ce point d'entrée et un versement de 30 000 euros sur votre compte en peu de temps. Voilà. Écoutez, merci beaucoup en tout cas. Et puis, écoutez, on reste à votre disposition sur cette adresse mail pour répondre à toutes vos questions. Et je l'espère vous accompagner dans votre création d'entreprise et dans vos développements innovants. Et puis, bon après-midi. Merci beaucoup, Natalia. Merci à vous pour votre présence, évidemment, attentive aussi, très pédagogue. Je suis d'accord avec Bernard. Alors, 2 choses rapidement à vous dire, puisqu'il faut absolument, effectivement, qu'on débranche et qu'on parte sur un autre rendez-vous. Alors, évidemment, ce replay sera disponible dans quelques jours, je l'espère dès demain, probablement dès demain sur une chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à y retourner pour pouvoir reconsulter les slides et évidemment revoir les explications de Natalia sur les points qui vous intéressent. Je réinsiste sur un élément, ce n'est pas pour faire promotion, mais sur l'importance de faire accompagner votre projet par une structure d'accompagnement, pépinière, incubateur, accélérateur. On en a listé plusieurs tout à l'heure. C'est extrêmement important dans le cadre du développement de votre projet. Si vous avez des interrogations, la French Tech est là pour répondre justement à ces enjeux, vous orienter faire le lien vers les structures qui peuvent vous intéresser. Et sur notre site, vous avez aussi le guide des structures d'accompagnement en Nouvelle-Aquitaine que vous pouvez consulter en ligne
et qui présente pépinière par pépinière, incubateur par incubateur, toutes les structures que l'on a référencées en Nouvelle-Aquitaine et que vous pourriez potentiellement rejoindre. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément que je voulais évoquer avec vous également très rapidement, c'est que j'ai pu voir que certains étaient dans le cas de figure où ils sont vraiment dans la phase de création de l'entreprise. Dans ce cas de figure, n'hésitez pas à faire appel à French Tech Central via la plateforme aux acteurs publics qui sont là à votre disposition, notamment sur cette phase de création. Vous pouvez rencontrer un rendez-vous individuel l'URSSAF pour mettre en place cette création d'entreprise. Vous pouvez rencontrer l'INPI sur tout ce qui est marque, tout ce qui est protection de l'innovation. Vous pouvez également rencontrer les impôts, la Direction régionale des finances publiques pour le régime fiscal futur de votre entreprise. Voilà. Donc, n'hésitez pas, rendez-vous sur la plateforme, sollicitez-nous tout simplement et on pourra vous faire un petit tour des acteurs qui sont structurants et qui sont vraiment, vraiment nécessaires au moment du démarrage de votre projet. Merci à toutes et à tous. Natalia, merci. À nouveau, merci. Et puis, désolée d'avoir dépassé de 10 minutes. Voilà. Mais c'était nécessaire. Mais j'espère avoir répondu à vos questions. Merci beaucoup. Passez une excellente journée toutes et à tous et à très vite sur les prochains webinaires de la French Tech Bordeaux. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.